Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite les principaux titres. L'Assemblée nationale a ratifié hier au cours d'une séance plénière la convention de coopération en matière de sécurité entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne. Retour ce matin à Nouakchott de Fatou Diop, gagnante de Sen Petit Galet 2015 en provenance de Dakar, accueillie par le maire de Setra. Le journalisme est un métier dangereux, c'est ce qui ressort d'un rapport de Reporters sans frontières. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous et nous ouvrons cette édition par cette triste nouvelle. El Ma'loum Ould Braham n'est plus. Il s'agit de l'un des pionniers de l'administration mauritanienne. À ce titre, il a fait partie des bâtisseurs qui ont eu à jeter les fondements d'un État moderne. Il est arrivé au gouvernement par le remaniement du 21 février 1966 comme ministre des Affaires étrangères. Il a occupé ensuite les départements de l'économie rurale, de la construction et du développement, de la culture et de l'information, et enfin celui de la justice pour devenir garde des Sceaux. L'histoire lui retient d'avoir été l'initiateur de la célèbre circulaire visant à réprimer les pratiques esclavagistes en 1968 déjà. Grand commis de l'État, il accumulera une expérience inédite de la gestion des affaires publiques. Il a été secrétaire général de l'Association des maires de Mauritanie, poste qu'il a occupé jusqu'à récemment. Ma'loum Ould Braham a été un modèle d'engagement dans la construction d'une Mauritanie moderne, juste et égalitaire. À l'occasion de cette disparition, la direction de Sahel TV et l'ensemble de son personnel présente au peuple mauritanien ses sincères condoléances. Qu'Allah accueille le défunt en son saint paradis. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Premier ministre, M. Yahya Ould Haddamine, est à Ouagadougou aujourd'hui pour représenter le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à la cérémonie d'investiture du président élu du Burkina Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré. Plusieurs chefs d'État, de gouvernement et de délégations de divers pays ont assisté à cette cérémonie qui a été marquée par la prestation de serment du président burkinabé pour une période de 5 ans. Notons que le président burkinabé a été élu au premier tour avec 53% des voix lors du scrutin qui s'est déroulé le 29 novembre 2015. L'Assemblée nationale a ratifié au cours d'une séance plénière tenue hier à Nouakchott la convention de coopération en matière de sécurité entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne signée le 26 mai à Madrid. Mamadou Dembassi nous en dit plus. Les députés ont, dans leurs interventions, souligné l'importance de cette convention qui contribuera au renforcement de la coopération entre la Mauritanie et l'Espagne en matière de sécurité. Ils se sont félicités également de la politique suivie par notre pays dans le domaine de la sécurité et des acquis qu'elle a réalisés jusqu'à présent, appelant à plus de sagesse et de rigueur dans ce domaine. C'est pourquoi, dans son intervention devant les députés, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a souligné la portée de cette convention. Cette convention couvre la coopération bilatérale dans le domaine de la protection civile ainsi que de l'intégration des technologies de l'information et de la communication pour la modernisation du fonctionnement des services du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, l'amélioration du fonctionnement des services et de la protection des centres de données informatiques et des réseaux de communication internes ainsi que la sécurisation des systèmes d'information par une stratégie de sécurité informatique. Cette convention prévoit la coopération dans le domaine de la formation professionnelle spécialisée et en la matière d'échange d'expertise, en plus de la formalisation des mécanismes d'échange des renseignements entre les services spécialisés des deux pays. Il faut dire que la Mauritanie est liée au Royaume d'Espagne par une coopération étroite dans le domaine de la lutte contre la migration. Cette convention intervient pour renforcer et développer cette coopération afin d'englober d'autres domaines comme le terrorisme, la cybercriminalité, la lutte contre la drogue et la migration clandestine.
Rappelons qu'au cours de l'année 2014, aucun cas d'entrée illégale en Europe par la Mauritanie n'a été signalé, ce qui représente, selon le ministre, un grand succès pour la Mauritanie. Après sa victoire au Sénégal, Fatou Diop, gagnante de Sen Petit Gallé 2015, est de retour à Nouakchott. La Mauritanie peut être fière de sa fille qui ramène dans ses valises une tablette, un terrain au lac Rose, un scooter et la somme 2 millions de francs CFA. Un beau pactole, la chaleur de l'accueil exprime cela. Fatim Youssoufal était présente. Sepra en fait avec l'arrivée de la gagnante de Sen Petit Gallé. Pour la 3e année d'affilée, la Mauritanie participe à cette compétition. Une émission de télévision sénégalaise de télé-crochet musical diffusée sur la TFM, Télé Futur Média. Sen Petit Gallé, année à sa 5e saison, la Mauritanie a connu 2 participations à cette compétition musicale. En 2013, avec Ndeye Khoudia Diop, et en 2014, avec Maguette Gangué, fille du chanteur Ousmane Gangué. Pour la saison 2015, c'est Fatou Diop qui a porté haut les couleurs de son pays et a remporté la finale de l'émission. Cette année, le trophée Sen Petit Gallé n'est pas resté au Sénégal. En compétition avec Ndarte et Mamdiara, la Mauritanienne Fatou a surclassé ses adversaires et s'est adjugé le sacre. Oui, c'était bien et j'étais très contente. En fait, c'était pas difficile. J'ai tenu ma promesse et je l'ai fait. C'était parfait. Oui. Merci. Je remercie toutes mes supporters et même ma soeur et tonton aussi. Le maire de Sepra, Oumar Alioune Thiam, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de Fatou, nous livre ici ses impressions. C'est pour moi l'occasion d'exprimer toute ma satisfaction en cette heureuse occasion qui fait le bonheur de tous les Mauritaniens. Cette victoire n'est pas seulement pour la commune de Sepra, mais pour toute la Mauritanie. Si je pouvais faire une manifestation dans toutes les 9 Mouqata'a de Nouakchott, je le ferais. Mais nous sommes en deuil parce que notre président a perdu son fils. Je suis prêt à apporter le même soutien à d'autres jeunes si l'occasion se présente. Fatou Diop succède à Aïcha Koné. Les Mauritaniens ont soutenu la leur durant cette compétition. Le producteur et manager de la gagnante insiste sur le fait que le maire de Sepra les a soutenus et que c'est une victoire pour tout un peuple et que le ministère tutelle devrait prendre cela en compte. Dieu a fait que les 2 années passées, on n'a pas eu cette chance. Cette année, on l'a eu. Donc on remercie le bon Dieu, on remercie toute la Mauritanie. On va fêter cette victoire en fierté. Voilà. Bon, seulement le maire de Sepra a mis la main dans la poche pour nous aider. Mais là, j'interpelle le président de la République de nous recevoir. Parce que ça, c'est une fierté pour toute la Mauritanie. Donc on demande une audience que le président de la République nous reçoit pour au moins cette édition de cette Petit Gallé, les années à venir, pour qu'on puisse les gérer. Les habitants de cette commune, heureux comme tout pour cette victoire bien méritée. Fatou, durant la compétition et particulièrement lors de cette finale, a su conquérir les cœurs en prenant la chanson de la célèbre diva sénégalaise Kumba Gawlo Seck, Bin Bin, faisant vibrer toute la salle et convaincre le jury. Tout à fait autre chose. Dans cette édition, le journalisme est un métier dangereux. Le nouveau rapport de Reporters sans frontières nous en dit plus. Lecture du rapport par Moulay Idriss Fofana. Le Forum des éducatrices africaines, basé à Dakar, organise à Nouakchott du 28 au 30 décembre 2015 un atelier de formation sur la pédagogie qui intègre la dimension genre à l'école. Dans notre rubrique éducation, la route pour l'avenir, un reportage sur un échange régional entre des organisations de la société civile pour l'éducation afin d'intégrer une pédagogie genre dans les écoles africaines. Mimouna Mentesalek nous fait le point.
Le Forum des éducatrices africaines, basé à Dakar, organise à Nouakchott du 28 au 30 décembre 2015 un atelier de formation sur la pédagogie qui intègre la dimension genre à l'école. Un atelier qui se tient au Centre de formation de promotion féminine à Nouakchott et dont les objectifs nous sont expliqués par la présidente du forum que nous avons rencontrée en marge du démarrage de l'atelier hier. Donc c'est une formation de 3 jours. Et ce qui nous intéresse, c'est la prise en compte de la dimension genre dans les enseignements apprentissages et aussi les meilleurs moyens de lutter contre les violences faites aux filles, aux femmes d'une manière générale, qui entravent leur réussite à l'éducation et également leur maintien. On est là pour 3 jours, puisqu'on a remarqué qu'en Afrique, d'une manière générale, le genre, surtout la femme, parce que quand on parle du genre, ça concerne l'homme et la femme, mais la femme, les filles sont toujours restées en rade. À la coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation, Coméduc, qui bénéficie de cette formation, il incombe donc la charge de mener une sensibilisation pour que les enseignants en Mauritanie intègrent une approche genre dans leur pédagogie. Dans notre société, qui est fortement inégalitaire en matière de genre selon le président du Coméduc, il est important de mettre en œuvre les outils qui permettront l'égalité de traitement vis-à-vis des garçons et des filles, en passant par l'égalité au niveau de la prise de parole, mais aussi des places dans la classe. Cet atelier donc vise à mobiliser les organisations de la société civile pour pouvoir sensibiliser les enseignants, les parents d'élèves autour de l'importance de la prise en charge du genre au niveau de l'école. Et le genre, ce n'est pas seulement les filles, mais aussi les garçons, mais seulement les filles ont plus besoin de prise en charge, étant donné la situation de la femme en général dans nos sociétés, puisqu'elle n'est pas souvent autorisée à prendre la parole, elle est éduquée de manière à ce qu'elle ne prenne pas la parole publiquement, à ce qu'elle ne soit pas la première à parler, à ce que ça soit derrière, à ce qu'elle se couvre le visage. Mais la situation de la classe est une situation différente de la société. Elle exige de la fille de prendre la parole pour pouvoir profiter pleinement des classes et des cours. Une approche jugée essentielle si nous voulons faire face à l'inquiétante recrudescence des violences faites aux femmes, mais aussi à la déperdition scolaire qui atteint 74% chez les filles en Mauritanie. Un état de fait finalement déploré partout en Afrique. Nous nous excusons de ce petit problème technique. On me signale que l'élément est prêt. Donc le journaliste est finalement un métier dangereux. Le nouveau rapport de Reporters sans frontières nous en dit plus. La lecture de ce rapport avec Moulay Idriss Fofana. Selon un vieil adage, la vérité est la première victime de la guerre. La deuxième victime serait-elle celui qui essaye de dire la vérité? Dans la bataille qui se livre pour conquérir le cœur et l'esprit du public, les médias et leurs troupes au sol, c'est-à-dire les reporters qui couvrent l'événement, prennent plus de risques que jamais pour transmettre l'information en direct et en temps réel. Mais à quel prix? Beaucoup sont mutilés physiquement ou psychologiquement, quand ce n'est pas les deux. D'autres meurent. Une profession dangereuse dans certaines zones. En effet, les journalistes de terrain n'ont jamais autant été ciblés qu'aujourd'hui. Jusqu'à ces dernières années, le plus gros risque en zone de guerre était l'accident, balles perdues, mouvement de foule. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Partie réalisée du reportage dans certaines régions est devenu plus que délicat, même pour le journaliste le plus expérimenté qui soit. Nord Mali, Pakistan, Syrie, Yémen, Afghanistan, ces zones sont aujourd'hui bien peu couvertes. Et pour cause, les risques sur le terrain sont bien réels. Une hausse rapide, sans précédent, soulignant l'importance et l'enjeu de la parole journalistique. Les conflits récents en témoignent. Dans son rapport 2015, publié ces jours-ci, Reporters sans frontières recense 110 journalistes professionnels tués dans l'exercice de leur métier. À cela s'ajoutent 27 autres journalistes citoyens ou blogueurs et 7 collaborateurs de médias qui ont été tués cette année. Même dans les capitales éloignées des conflits armés, les journalistes peuvent être frappés, comme ce fut le cas le 7 janvier dans l'attaque de Charlie Hebdo à Paris. Cet attentat a coûté la vie à 12 personnes, dont 8 journalistes. Le nombre élevé de reporters tués au cours de l'année, qui porte à 787 le total des journalistes tués dans l'exercice ou en raison de leur fonction depuis 2005, est imputable à une violence de plus en plus délibérée
contre les journalistes, constate Reporters sans frontières. Il révèle aussi un échec des initiatives en faveur de la protection des journalistes. Par ailleurs, le rapport recense 153 journalistes détenus et 154 autres retenus comme otages. Le rapport propose la création d'un poste de représentant spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies qui aurait pour tâche de renforcer la protection des journalistes, mais aussi la possibilité de saisir la Cour pénale internationale pour traiter les cas d'exaction. Une autre rubrique dans cette édition, celle des rétrospectives, où nous revenons ce soir sur la signature de l'accord de pêche entre la Mauritanie et l'Union européenne. Mohamed Lemine Ousseidi nous fait revivre les principaux moments à partir du mois de juillet. C'est le 9 juillet 2015 que la Mauritanie et l'Union européenne paraphent à Nouakchott le nouvel accord de pêche. La signature formelle de l'accord aura lieu le 16 novembre à Bruxelles. Signé pour 4 ans, ce nouvel protocole reprend les fondamentaux de l'ancien. Il autorise la flotte européenne à pêcher jusqu'à 281 000 tonnes de crevettes, de poissons démersaux, de thon et de petits pélagiques. Cependant, le poulpe est réservé aux pêcheurs artisanaux mauritaniens. En plus de redevances qui devront être payées par les armateurs opérant dans la zone mauritanienne, la compensation financière est d'environ 60 millions d'euros par an. Elle a été versée au Trésor mauritanien le 20 décembre. Sur cette somme globale, 4 millions d'euros sont destinés à l'appui sectoriel de la pêche. Il faut rappeler que l'essentiel pour les parties mauritaniennes était la préservation de l'acquis de l'accord 2012. Au-delà de l'amélioration de la compensation, qui a alors atteint 67 millions d'euros, les négociateurs mauritaniens avaient imposé la mauritanisation à 60% de l'équipage des bateaux, l'obligation de débarquement, le paiement selon les quantités de pêche et non le tonnage de bateaux, le monopole du poulpe au profit des artisanaux mauritaniens, la limitation des zones de pêche au-delà des poches sensibles et le versement de 2% des captures pélagiques au profit des populations mauritaniennes les plus nécessiteuses. En pleine polémique autour de l'accord, les artisanaux mauritaniens expliquaient « Aujourd'hui, nous sommes 36 000 pêcheurs artisans et nous utilisons 7 500 embarcations artisanales. Pour ce qui est de la pêche du poulpe, nous assurons 60% de la production nationale en quantité et 70% en valeur. Nous fournissons 90% de l'emploi dans le secteur avec des gens qui travaillent dans 50 usines de traitement, de congélation et de produits, dans 12 ateliers de fabrication de pirogues et dans des centaines de magasins de vente de matériel, des milliers de mareyeurs, de transporteurs, de fabricants de peaux, etc. Dans la pêche artisanale, la valeur ajoutée est de 8 fois supérieure à la valeur ajoutée dans la pêche industrielle. Les retombées de l'accord ne limitent pas à ses incidences directes, mais il a boosté tous les accords existants, notamment avec la Russie et la Chine. La mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement des pêches a pour objectif d'améliorer la gouvernance du secteur par la valorisation du système d'exploitation et de la promotion de la transformation. Le secteur présente aujourd'hui 30% du budget national, 20% des ressources du Trésor et 6% du PIB. Il permet d'employer environ 40 000 personnes. Cela aurait pu être beaucoup mieux si les ressources avaient été exploitées de manière plus efficiente, à même de personnes, son intégration effective à l'économie nationale et d'en faire un levier social, notamment pour résorber le chômage. Mais on peut dire que les politiques menées jusqu'à ces dernières années faisaient profiter les autres de cette manne économique et des opportunités sociales qu'elles procuraient. Ce sont les Européens, les Chinois, les Japonais, les Russes qui pompaient la ressource, chacun selon les arrangements trouvés avec les autorités par l'intermédiaire de ses partenaires privés sur place. Tandis que c'est le Sénégal qui a le plus d'employés dans le secteur. Place maintenant à la page internationale en bref et en images avec Ismaël Tandjan. Au Burkina Faso, issu d'un processus électoral exemplaire, le nouveau président a prêté serment en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement de la sous-région.
Premier président élu de l'histoire du pays des hommes intègres, marqué par de nombreux coups d'État, Roch Marc Christian Kaboré est pourtant un ex-baron du régime Compaoré qui a été renversé suite à une insurrection générale en 2014. Le palais de Kossiam a désormais un nouveau locataire. Vainqueur de l'élection présidentielle du 29 novembre qu'il a remporté dès le premier tour, avec un score historique de 53%, le nouveau président du Burkina Faso a la réputation d'être un homme de dialogue, consensuel et capable de s'élever au-dessus des intérêts partisans. Roch Marc Christian Kaboré prend les rênes du pouvoir 14 mois après la puissante insurrection populaire qui a renversé l'ancien régime et a poussé à la fuite son leader Blaise Compaoré. On attend qu'il réconcilie les Burkinabés et les aide à tourner l'une des pages les plus turbulentes de leur histoire. Au Niger, la présidentielle de février prochain se prépare. L'Organisation internationale de la francophonie commence ce mardi 29 décembre le contrôle du fichier électoral du pays, comme l'a réclamé l'opposition avant la présidentielle de février 2016. Dès son arrivée, la mission des experts de l'OIF s'est mise au travail. L'audit de ce fichier permettra de ramener la sérénité au sein de la classe politique nigérienne. Cette équipe de haut niveau est dirigée par le général Siaka Sangaré et est composée d'ingénieurs en informatique et de juristes. C'est la même équipe qui avait déjà évalué le fichier électoral du Burkina Faso et qui a permis de classer les élections du pays parmi les meilleures de la CEDEAO. La méthodologie qui sera utilisée permettra d'identifier les forces et faiblesses du fichier nigérien afin de ramener la sérénité au sein de la classe politique. En Israël, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert a été condamné par la Cour suprême à 18 mois de prison ferme pour corruption. Ehud Olmert, 70 ans et Premier ministre de 2006 à 2009, s'apprête à passer 18 mois derrière les barreaux. Le 15 février 2016, pour la première fois de l'histoire du pays, un ancien chef de gouvernement va faire de la prison. À cette date, Ehud Olmert devrait se présenter devant l'administration pénitentiaire pour entamer sa peine de 18 mois de prison ferme. La Cour suprême a considérablement réduit cette peine qui avait été fixée par une instance inférieure à 6 ans d'incarcération pour corruption et abus de pouvoir. Olmert a été acquitté sur l'un des principaux chefs d'accusation, des pots de vin d'un montant de plus de 117 000 € dans une affaire d'immobilier lorsqu'il était maire de Jérusalem. L'ancien Premier ministre a finalement été condamné pour avoir reçu de manière illicite l'équivalent de 14 000 € dans une autre affaire. Ehud Olmert continue à proclamer son innocence et à la sortie du tribunal ce matin, il a réaffirmé que jamais il n'avait reçu de pot de vin. Il n'a plus d'autre recours qu'une improbable grâce présidentielle. En Belgique, le parquet fédéral a annoncé l'arrestation de 2 personnes soupçonnées de préparer des attentats à Bruxelles. Celles-ci ont été interpellées après des opérations policières et ont révélé des menaces sérieuses visant des lieux emblématiques de la capitale belge durant les fêtes de fin d'année, indique encore le parquet belge dans un communiqué. Ces arrestations ont eu lieu après des perquisitions sans lien avec les attentats de Paris, menées dimanche 27 et lundi 28 décembre dans la région de Bruxelles, dans le Brabant flamand et dans la région de Liège. Cela à la demande d'un juge d'instruction de Bruxelles spécialisé en matière de terrorisme. 6 personnes au total ont été entendues par la police suite à ces opérations, dont les 2 personnes finalement arrêtées. Les 4 autres ayant été remises en liberté, ni armes ni explosifs n'ont été découverts lors des perquisitions, indique le parquet fédéral. Par contre, les enquêteurs ont trouvé du matériel informatique, des tenues d'entraînement de type militaire et du matériel de propagande de l'État islamique, actuellement en cours d'examen. Et c'est ce récit d'Ismaël Tandian qui met fin à cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel des principaux titres. L'Assemblée nationale a ratifié hier au cours d'une séance plénière la convention de coopération en matière de sécurité entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne. Retour ce matin à Nouakchott de Fatou Diop, gagnante de Sen Petit Gali 2015 en provenance de Dakar, accueillie par le maire de Sepra. Le journaliste est un métier dangereux, c'est ce qui ressort d'un rapport de Reporters sans frontières. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes.